Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 25 octobre 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, le maire de Saint-Léonard de Portneuf et son fils entendent doubler leur production porcine dans le rang Saint-Jacques. La ville de Saint-Raymond vient de se doter d'un plan stratégique de développement touristique pour les 5 prochaines années. Charpente-Montmorency s'installe dans le parc industriel numéro 2 à Saint-Raymond. L'ex-joueur professionnel de hockey, Joey Junot, a réagi fortement concernant une possible fin du programme Hockey-École dans Portneuf. Christian Hébert nous dressera un bilan des marchés publics dans Portneuf et des projets à venir. Luc Tremblay et Jean-Louis Plamondon de la Société du patrimoine de Saint-Raymond seront avec nous en studio et David Alexandre nous dressera la liste des sorties culturelles de la semaine. Bonne émission. Tout d'abord, à Saint-Léonard de Portneuf, un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage porcin est en démarche en bordure du rang Saint-Jacques. En fait, c'est le maire de Saint-Léonard, producteur porcin et de patates particulièrement, Denis Langlois et son fils, qui demandent un permis de construction à la municipalité pour modifier leurs installations porcines actuelles et construire une autre section de 5 nouveaux bâtiments. De 225 truies actuellement, il prévoit doubler ce nombre. Une section servirait à la naissance des porcelets et l'autre à l'engraissement et à l'abattage. Selon M. Langlois, il s'agit d'un investissement total de 5 millions de dollars. 3 millions ont servi à l'acquisition de terres voisines de chez lui durant Saint-Jacques. D'ailleurs, M. Langlois soutient que son association avec le producteur de porc du Breton, qu'on appelle aussi les viandes du Breton à Rivière-du-Loup, garantit un élevage biologique et respectueux des nouvelles normes de bien-être animal. De plus, la nouvelle technologie des déchets solides, élaborée par du Breton, élimine l'inconvénient des odeurs comparativement aux déchets animaux liquides que l'on retrouve dans la très grande majorité des éleveurs porcins. À la demande de la municipalité de Saint-Léonard, la MRC de Portneuf tiendra une assemblée publique d'information et de consultation sur la possibilité d'atténuer les inconvénients d'odeur s'il y a lieu. Cette consultation se tiendra le jeudi 1er novembre prochain à 19h à l'école Marie du Saint-Sacrement de Saint-Léonard. M. Langlois sera présent et répondra aux questions. Le projet a été jugé conforme à la réglementation d'urbanisme de Saint-Léonard le 12 février et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a émis un certificat d'autorisation le 7 septembre dernier. Les documents du demandeur peuvent être consultés au bureau de la municipalité et les commentaires écrits doivent être acheminés à la MRC de Portneuf au plus tard le 16 novembre. À partir de cette consultation et les commentaires qui suivront, la municipalité pourra émettre le permis de construction nécessaire au promoteur. Si tout va bien, les travaux de construction débuteront au printemps prochain. La ville de Saint-Raymond vient de se doter d'un plan stratégique de développement touristique pour les 5 prochaines années
jusqu'en 2022. Ce plan stratégique a été développé par le conseiller touristique Jean-Michel Perron de la firme Par Conseil, qui avait élaboré la première mouture du plan de développement en 2011. D'ailleurs, c'est ce plan qui avait amené à la création de Tourisme Saint-Raymond, un département distinct de la Corporation de développement, la CDSR. Ce nouveau département est une des recommandations du document, de même que le développement des créneaux du plein air, du vélo de montagne et de la motoneige. 7 ans après, M. Perron revient avec une analyse du développement touristique à Saint-Raymond depuis 2011 et émet, dans un rapport d'une centaine de pages, d'autres recommandations pour les 5 prochaines années. Nous avons rencontré M. Perron ce mardi soir au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, juste avant le dévoilement du plan stratégique à une quarantaine de citoyens intervenants touristiques. Et écoutons l'entrevue. Bonsoir, M. Perron. Bonsoir. M. Perron, dans quelques instants, vous allez dévoiler en quelque sorte le plan stratégique de développement touristique de Saint-Raymond pour les 5 prochaines années. Si je vous demandais tout d'abord, dans quel esprit ou comment vous avez traité justement ce plan stratégique? Là, l'idée, c'était un peu en continuation avec le premier plan dans lequel j'avais collaboré en 2010 pour assurer le développement touristique de Saint-Raymond. Donc, l'idée, c'est de voir où on a été rendu en 2018, puis dans quelle direction on recommandait d'aller pour les prochaines années. Oui. Est-ce que justement, de 2010 à aujourd'hui, est-ce que ça répond un peu à votre vision d'époque? Je vous dirais pas mal. On a fait l'exercice tous ensemble parce que ce plan-là n'a pas été fait seul. Il y a eu beaucoup de consultations ici à Saint-Raymond avec différents intervenants puis des élus. Pas mal d'actions ont été réalisées depuis 2010. Puis la croissance du tourisme a été quand même impressionnante. On n'a qu'à penser à Vallée-Bras-du-Nord. On n'a qu'à penser à la poursuite de la popularité de la motoneige l'hiver, le développement de sports comme le quad également. Alors, il y a eu pas mal d'évolutions. C'est sûr qu'il y a encore différents points là, qui restent à faire. D'ailleurs, ce soir, on va en parler. On remet ça sur la table parce qu'il y a des sujets qui demeurent, je dirais pas éternels, mais tout le temps d'actualité, dont, entre autres, la mise en valeur et la protection du territoire et des paysages. OK. C'est un élément important en tourisme de plus en plus? Oui, bien, les touristes de l'extérieur recherchent beaucoup la qualité de la nature la plus préservée possible. Puis la notion de paysage, puis quand on dit paysage, c'est pas juste la forêt, là, ça peut être ici au centre-ville de Saint-Raymond. Là, les gens aiment ça, le beau, là, que ce soit naturel ou dans la façon dont c'est construit. Alors, le Saint-Raymond, c'est un joyau qui est brut, mais il va falloir le protéger parce que sinon, il y a un risque avec le développement en général et particulièrement le développement touristique dans les prochaines années que ça ne sera pas maximisé alors que le potentiel est incroyable ici. Oui, parce que la compétition est forte. Les touristes ont le choix au Québec, en fait, d'où ils veulent aller, avoir du plaisir et voir du beau. Quelle est la force d'ici, justement, selon vous? Bien, la première fois, je vous dirais, c'est la proximité de Québec. Alors, c'est un marché naturel de 700 000 personnes, 4,5 millions de touristes internationaux chaque année qui viennent à Québec. Pas internationaux, mais 4,5 millions de touristes, dont beaucoup sont de l'international, l'aéroport international qui n'est pas loin, l'accessibilité. Et la grande nature, Saint-Raymond, c'est immense comme municipalité. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle en jargon touristique du multi-activité à différents niveaux, de l'agrotourisme, la culture, différents sports en toute saison, puis il y a des commerces qui sont déjà hyper intéressants, comme je faisais référence à l'agrotourisme. Il y a énormément de choses qui sont déjà à faire, puis le potentiel est énorme. Oui. Je ne dirais pas faiblesse, mais quels sont les défis, justement, à relever? Oui, bien, différents enjeux. Le premier, c'est qu'il y a une bonne concertation entre les différents intervenants touristiques. Les gens se parlent. Nous, on fait la recommandation, là, je vous dirais, là, que Saint-Raymond devienne la destination plein air dans la région de Québec. Pour réussir ce positionnement-là, il va falloir que l'ensemble des intervenants touristiques, qu'ils soient dans la catégorie sport motorisé ou non motorisé ou peu importe, là, mais que tout le monde se parle et aille dans la même direction. Une volonté politique, je pense qu'elle est là. Ça, c'est un autre des enjeux essentiels, du leadership de la part de Tourisme Saint-Raymond pour que ça se fasse.
puis l'implication aussi des citoyens. On pense souvent que le tourisme, c'est seulement des commerces puis des différentes interventions de la municipalité, mais loin de là, si les citoyens ne se retrouvent pas dans ce qu'on recommande au point de vue de l'aménagement juste du centre-ville, le développement de certains attraits touristiques, si les citoyens n'en ont pas pour leur compte, on pense que c'est pas du tourisme durable puis ça ne marchera pas. Donc, il faut qu'on trouve l'équilibre entre le développement puis le mieux-être, puis le bonheur des citoyens de Saint-Raymond. Puis on pense, et c'est ce qu'on va présenter ce soir, on pense que tout ça est compatible. Oui, parlons justement, quel secteur faudrait développer davantage? Bien, une des recommandations qu'on fait, c'est de créer carrément un parc naturel dans le secteur de Chanahan. Une autre recommandation, c'est de mettre en place une charte des paysages là, qui s'applique sur pas mal l'ensemble du territoire. Puis encore une fois, c'est pas parce qu'on fait des recommandations de protection ou de parc naturel que tu continues pas à faire tes usages habituels. Là. C'est pas la notion de parc national ou les zones de conservation, c'est quasiment partout, puis tu peux rien faire d'autre là, comme activité, sauf que d'observer. C'est pas ça du tout lequel on fait référence. On dit juste que dans les prochaines années, les prochaines décennies, veut pas, il y a tellement de touristes à l'international, la croissance à 3 par année va toujours se poursuivre. C'est aux gens ici, locaux, aux décideurs et aux citoyens de décider bien, quelle sorte de Saint-Raymond ils veulent avoir dans 20 puis dans 30 ans, parce que le tourisme, il va venir. Oui. Alors, on veut-tu bien du trafic qui va avoir peu de retombées économiques dans la communauté puis peu de création d'emplois, ou on veut un tourisme qui va être durable puis qui va faire, encore une fois, le bonheur aussi des citoyens. Oui. Est-ce que les infrastructures qu'on devrait peut-être privilégier au cours des prochaines années? Oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il y a des enjeux là-dessus. Les entrées de ville, je pense qu'il y a des façons de bonifier pour que les gens, si on se targue dans l'avenir d'être la destination de plein air dans la région de Québec, autant pour les citoyens de la grande région de Québec que pour les touristes de passage, les millions qui passent ici, bien, il faut que ça apparaisse dès l'entrée des villes. La rue Saint-Joseph, une magnifique rue, là, mais il y a des aménagements qui sont à faire. Il y a peut-être de trouver une solution pour les poids lourds. Est-ce que c'est obligatoire qu'ils passent sur la rue Saint-Joseph? L'affichage touristique également sur place. Alors, ça, c'est des exemples là, qu'il va falloir que ça se fasse. La connectivité, si on se dit une destination de vélo, que ce soit le vélo de route avec la piste Jacques-Cartier-Portneuf ou Vallée-Bras-du-Nord, peu importe les secteurs, mais il faut que ça apparaisse. Actuellement, ça n'apparaît pas là, dans le centre-ville, l'accessibilité par rapport au vélo. Là. Puis on parle d'été, mais l'hiver, il y a tellement de potentiel. Déjà, informellement, moi, je suis convaincu que Saint-Raymond, c'est une capitale naturelle de la motoneige, mais il y a beaucoup plus à faire encore pour en profiter au maximum. Mais on a la chance ici d'avoir une qualité de neige qui est assez exceptionnelle, puis malgré le réchauffement climatique, puis toutes les recherches le disent, là, il va y avoir un positionnement hivernal incroyable à faire. Et ça, là, ça ne veut pas dire plus de services. Par exemple, un des enjeux, c'est le stationnement pour les remorques, pour les motoneiges. Il en manque à Saint-Raymond, mais ça va au-delà de ça. Ça va de créer une place centrale, 4 saisons ici dans le centre-ville de Saint-Raymond, par exemple l'hiver avec un feu, des commerces aussi qui vont plaire autant aux citoyens qu'aux touristes de passage. Alors vous voyez, c'est un plan assez ambitieux, mais on ne prétend pas que ça va se faire sur un an, mais on est convaincu qu'il y a des actions, parce que, encore une fois, c'est un joyau brut, que le potentiel réel est là pour Saint-Raymond. Il faut juste faire les bonnes actions, prendre le temps de bien faire les choses, puis là, tout le monde va être heureux, on en est convaincu. Oui. Vous avez développé un plan pour les 5 prochaines années. Comment on voit à court terme, première année, deuxième, troisième, quatrième? Quels sont les... Oui, bien, la priorité, là, c'est vraiment la concertation entre les intervenants touristiques. C'est de modifier un petit peu le mandat de Tourisme Saint-Raymond aussi. C'est pas juste un office de touristes, là, accueillir puis faire des salons touristiques. Ça doit être beaucoup plus que ça. Ça, c'est un élément qui est vraiment incontournable. Par la suite, bien, c'est des grands chantiers. Là. Juste un exemple qui est assez innovateur qu'on recommande, là, c'est qu'on est convaincu que la station de ski Saint-Raymond, Mont-Laurent, a un potentiel touristique international très élevé. Le monde va dire, ben ouais, mais c'est une petite montagne, puis on ne peut pas se comparer au Massif ou à Tremblant, ou peu importe. Mais on pense, nous, c'est une erreur, parce qu'il y a des millions de touristes qui voudraient apprendre à faire du ski, puis on pense que le Mont-Laurent pourra jouer cette carte-là d'une manière incroyable. Pourquoi on pense à du tourisme, encore une fois, mais c'est créer des retombées pour le milieu, créer des emplois qui vont être de qualité, puis un développement qui va être intéressant pour tout le monde. Parce que si on prend, par exemple, avec le
comme on aura une approche touristique, bien, ça va permettre d'accéder à des programmes de financement. Ils vont permettre une mise à niveau, par exemple, du chalet d'accueil très appréciable. Alors, vous voyez, hein, c'est tout le temps relié par rapport aux citoyens. Puis des fois, il y a du potentiel à des endroits qu'on ne voit pas nécessairement au départ. Oui. Vous voyez une augmentation du tourisme au cours des prochaines années? Oui, bien, comme je vous le disais, c'est inévitable. La question... Pourquoi? Parce que la croissance est tellement fulgurante à travers le monde, au Québec et au Canada. Comme je vous disais, c'est 3 %. Là, on est rendu à 1,4 milliard de touristes internationaux, c'est-à-dire des gens qui sortent de leur pays à chaque année, 1,4 milliard. Puis là, on s'en va en 2030 à 1,8 milliard. Dans les années 1950, il y avait 58 millions de touristes internationaux. Là, vous voyez, peu importe ce qui arrive, les crises, les guerres... la croissance va se poursuivre. Alors là, Saint-Raymond a une opportunité à jouer, mais comment la jouer, là est toute la question, parce que soit qu'on fait rien, puis le tourisme va se développer d'une manière un petit peu improvisée, puis peut-être même anarchique, ou on prend vraiment, dès aujourd'hui, une stratégie de développement touristique où tout le monde va être gagnant, où il va y avoir même la possibilité de choisir ses touristes. Parce que je ne suis pas sûr que, encore une fois, que les citoyens veulent avoir du trafic juste pour avoir du trafic. Vous en avez déjà en masse dans le centre-ville. Oui. Alors, il faut choisir nos visiteurs, ceux qui vont laisser le maximum de retombées. Donc, l'objectif, c'est pas le plus de visiteurs possible, mais c'est des visiteurs qui vont laisser le plus de retombées par jour ici de séjour à Saint-Raymond. Oui, peut-être en terminant, évidemment, il faut se faire connaître. Qu'est-ce que vous privilégiez sur le plan marketing, si on veut? Encore là, c'est une excellente question, parce que là aussi, on recommande un virage assez appréciable, à savoir que premièrement, on veut se positionner comme la destination de plein air pour l'ensemble de la grande région de Québec. C'est pas rien, là, parce qu'il y a du Lac-Beauport, il y a du Stoneham, il y a du Mont-Saint-Anne, mais on dit que c'est Saint-Raymond qui a réellement le plus de potentiel. Puis la deuxième approche qu'on recommande fortement, c'est au lieu de mettre quelques dizaines de milliers de dollars pour se faire connaître seul, on dit collons-nous avec l'Office de tourisme de Québec, puis leurs millions de dollars en promotion, avec notre positionnement de la destination de plein air pour Québec, bien, soyons avec eux dans tout leur démarchage de marketing, de relations de presse, de visites d'agences de voyage, etc. Alors, stratégiquement, c'est une approche qui est totalement différente de ce qui se fait actuellement et ce que peu de destinations comparables font, d'ailleurs. Oui. Alors, M. Jean-Michel Perron, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Poursuivons dans le développement de Saint-Raymond, mais cette fois du côté industriel. On a procédé cette semaine à la première pelletée de terre symbolique, soulignant la construction de la nouvelle usine de l'entreprise Charpente Montmorency dans le parc industriel numéro 2 à Saint-Raymond. En location sur la rue Guyon, dans le parc industriel numéro 1 depuis ses débuts en 2007, les nouveaux actionnaires qui ont pris la relève, Marilyn Potvin et Francis Moisan, avaient besoin d'agrandir leurs installations et se doter d'un nouveau pont roulant pour répondre au nouveau marché résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Charpente Montmorency se spécialise dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en bois massif et en bois d'ingénierie. Le marché demande de plus en plus l'installation de poutres de 60 pieds de long. L'entreprise conçoit des poutres en bois par le principe du laminage et du collage. Une composante acier et bois est aussi un concept d'avenir dans le monde de la construction. Le nouveau bâtiment de quelques 13 000 pieds carrés sera construit sur un terrain de 150 000 pieds carrés sur la rue des Forces, dans le parc industriel accessible par la route 365 ou le Grand Rang. On estime l'investissement à 1,2 million de dollars. Ce sont les travailleurs de Charpente Montmorency qui fabriquent les structures de la nouvelle usine dans leurs locaux actuels. Écoutons un des co-actionnaires, Francis Moisan. On est présentement en cours de fabrication pour notre usine. On fabrique notre usine dans la vieille usine. C'est le fun d'avoir la transition qui se fait là, déjà aujourd'hui. Mais effectivement, les matériaux qu'on utilise, c'est du bois à la base, mais il y a tellement d'ingénierie qui est autour de ça que ça devient des bois d'ingénierie très, très performants. Puis c'est vers là qu'on s'en va dans le futur. La Corporation de développement de Saint-Raymond finance la construction du bâtiment via son fonds d'implantation.
et l'entreprise s'engage à louer l'espace pour 5 ans et en devenir propriétaire par la suite. Le déménagement dans la nouvelle bâtisse est prévu au printemps 2019, fin février, début mars. Le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, était très heureux de cette entente avec Charpente Montmorency, une entreprise de transformation du bois. Depuis l'effondrement de l'industrie forestière au Québec dans les années 80, qui nous a particulièrement affectés à Saint-Raymond, nous avons la ferme volonté de diversifier notre économie en implantant des entreprises de divers domaines d'activité de façon à être moins dépendants d'une industrie en particulier. Cependant, la forêt faisait toujours partie de l'ADN de notre ville. Nous sommes doublement heureux quand une entreprise dans le domaine du bois arrive à se démarquer. Soulignons qu'il s'agissait du premier projet dans le cadre du fonds d'implantation de la Corporation de développement de Saint-Raymond par le nouveau commissaire industriel Richard Saint-Pierre. M. Saint-Pierre sera avec nous en studio la semaine prochaine. Un petit mot pour dire que le conseil d'administration de la Corporation de développement de Saint-Raymond se retrouve sans président depuis peu. Le président par intérim depuis le printemps dernier, M. Franck Aubin, a dû quitter son poste dernièrement pour des raisons de déménagement. M. Aubin a cumulé une bonne dizaine d'années à la présidence de l'organisation et avait accepté de prendre l'intérim de Joanne Boucher, qui a quitté sa fonction de présidente au printemps. La Ville de Saint-Raymond devrait annoncer une ou un nouveau président de la CDSR au cours de la semaine prochaine, en plus de redéfinir l'organigramme de la structure dont Tourisme Saint-Raymond. Samedi dernier avait lieu la soirée de clôture de la 12e saison du marché public de Deschambault. Les dirigeants profitent de l'occasion pour remettre à chaque année des prix aux producteurs qui se sont démarqués durant la saison par la qualité de leurs produits et services et de leurs kiosques. On profite aussi de cette soirée pour faire un bilan de la dernière saison. Et pour nous en parler, nous retrouvons en studio notre collaborateur au secteur agricole, le producteur de Deschambault et membre du marché public de Deschambault, Christian Hébert. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous encore en studio, justement, pour nous parler du monde agricole dans Port-Neuf. 3 sujets ce soir. Premièrement, un bilan des marchés publics. Vous avez eu une rencontre cette semaine, justement. Là, oui, on a eu une rencontre de la table de concertation agroalimentaire de Port-Neuf. Les marchés publics ont très bien été, autant celui de Deschambault que vous avez parlé, qu'on a eu notre soirée avec des très beaux prix et des producteurs qui ont excellé au courant de la saison. Marché à Pont-Rouge et à Saint-Raymond qui ont très bien été aussi. Et on l'a vu par le concours Acheter Culture de Saveur Port-Neuf, oui. Qui a eu une participation, il y avait eu de la publicité qui avait été dans les médias, mais on a vu une participation aussi forte à Deschambault, mais aussi à Saint-Raymond et à Pont-Rouge, qui était très bien. Puis il y a toute une effervescence qui a emmené justement à une initiative, on a déjà parlé de l'entente sectorielle agroalimentaire pour la capitale nationale, mais il y a aussi la Ville de Québec qui est responsable pour le grand marché et ont décidé de confier à la MRC de Port-Neuf le projet de 3 unités mobiles au grand marché pour permettre à nos producteurs de faire découvrir nos produits à tout le monde dans la grande région de Québec. Et ça, c'est une bonne nouvelle, en fait, pour les producteurs de Port-Neuf. Parce que 3 kiosques mobiles, il y a de la place pour vendre nos produits, en fait? Dans ces kiosques-là, c'est pour les dégustations. Hein. Okay. Qu'est-ce qui est bien, souvent, ça va entraîner des forts coûts pour les producteurs, comme on le voit lors de la semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation, qu'on fait des dégustations, on doit payer pour les kiosques pour être à Exposité ou dans différentes foires. Mais là, ça va nous permettre de participer à des endroits où, normalement, on ne pourrait pas nécessairement faire les ventes, mais on veut développer les marchés, aller faire découvrir nos produits-là. Hein. Parce que, comme dans les marchés publics, on a le phénomène d'achat local. Hein. Ça permet aux consommateurs d'avoir accès à des aliments sains puis de proximité. Ça permet aux producteurs, justement, de faire leur mise en marché directe et de proximité. Ça permet la valorisation parce que les gens vont aussi rencontrer les producteurs puis veulent apprendre comment ça a été produit. C'est le moment unique qu'on a pour leur expliquer toutes les démarches, comment on produit, hein, puis à quel point c'est de qualité, qu'est-ce qu'ils mangent. Hein. Fait que tout le monde, je pense, en profite. Puis dans cette initiative-là, ça va permettre d'ouvrir nos marchés. Puis
Puis aussi, on le voit dans Portneuf, l'agroalimentaire, ça stimule le tourisme, qu'on appelle l'agrotourisme. Ouais. On devient une destination majeure. Puis je pense que cette initiative-là des unités mobiles va juste renforcer également l'agrotourisme dans Portneuf. Et ça va être en opération dès l'été 2019? Oui, dès l'ouverture du grand marché. Ouais. Fait qu'il reste encore quelques étapes. Ça reste à être approuvé par le conseil des maires. Mais tout est prêt pour... Et qui va chapeauter dans Portneuf ce projet-là? Est-ce que... C'est la MRC, a déjà un agent de développement agroalimentaire, Okay, un agent de développement commercial aussi. Oui. Vous avez aussi l'Assemblée générale annuelle de l'UPA Côte-Nord, capitale nationale, cette semaine? On a plein de belles nouvelles. Entre autres, hier, c'était l'AGA, et on a eu la visite de Martin Caron, vice-président de la Confédération de l'Union des producteurs agricoles, qui nous a annoncé en primeur que le 18 novembre va avoir lieu une grande marche festive citoyenne pour notre avenir alimentaire, qui va avoir lieu à Montréal. Ça va être des milliers de personnes à travers le Québec qui vont y aller, avec plusieurs partenaires, bien sûr, le tout coordonné par l'UPA, mais également comme partenaire Équiterre, la Fondation David Suzuki, les grandes centrales syndicales, l'Union des artistes. Il y a des dizaines de partenaires comme ça. Et la décision qui a été prise à Québec, suite à l'AGA, on avait un conseil d'administration, on a décidé d'y participer. On va réserver des autobus. Bien sûr, il va y avoir des producteurs, mais on invite tous les citoyens de Portneuf qui veulent venir avec nous, vont pouvoir monter gratuitement dans les autobus, pouvoir discuter avec les producteurs, aller aux festivités à Montréal. Il va y avoir des produits, il va y avoir de la nourriture à manger, plein de choses à découvrir. Je pense que c'est une chance unique, puis on invite tout le grand public à se joindre à nous. Et ça, c'est une première, ce genre de marche citoyenne-là? Oui, c'est une première. Il y avait déjà eu des marches pour des thématiques, mais là, vraiment, que tous les groupes citoyens soient invités à se joindre à nous pour... il va y avoir des allocutions, bien des choses qui restent toujours d'actualité au niveau de la réciprocité des normes pour l'importation, puis tout. Fait qu'on va pouvoir en discuter, puis ça permet de communiquer cette information-là aux citoyens. Puis on le voit, qu'est-ce qui se passe dans les dernières semaines. On a entre autres déjà parlé au niveau du lait. On voit l'appui de toute la population au niveau de l'importance d'acheter des aliments québécois. Oui. Et les gens qui souhaiteraient y participer, comment on peut faire? Sur les réseaux sociaux va être annoncé, je crois, la semaine prochaine, les points d'embarquement et vont pouvoir communiquer avec nous ou tout simplement se joindre au lieu de rencontre, les points d'embarquement qu'il va y avoir dans Portneuf. Parfait. Tu nous parles maintenant d'une initiative ministérielle à propos de... À propos des productions végétales et apicoles. L'objectif de l'initiative est d'augmenter la productivité des entreprises spécialisées en production végétale par l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles. Ça paraît un peu complexe comme ça. C'est très rapide. Je vais vous dire, une initiative ministérielle. On a un nouveau ministre. C'est pas né du jour au lendemain. C'est en lien avec l'année passée le sommet sur l'alimentation. Plusieurs demandes avaient été faites. On avait vécu, entre autres, dans le secteur horticole, avec la pénurie de main-d'œuvre. Il y avait eu des suggestions au niveau de la mécanisation de la récolte, des aides à la récolte, des outils de gestion. Au niveau de l'apiculture, toutes les façons de faire qui ont été développées ici à Deschambault, au Centre de recherche en santé animale, comment on peut l'appliquer. Et là, on a appris hier cette initiative-là qui va commencer. Le programme va être ouvert lundi prochain, seulement pour 15 jours. Quand même. C'est quand même assez rapide, d'où le fait que je vous le dis en primeur aujourd'hui. C'est une aide qui va jusqu'à 25 000 40 % des dépenses jusqu'à 25 000
sont accessibles, à l'exception de la relève et de tous ceux qui sont en production biologique ou en processus vers le transfert vers la production biologique, qui vont avoir le droit à 50 de rabais, 50 de remboursement. Fait que des exemples de ça, comme dans la dernière année, moi j'avais eu un projet en innovation où on avait mécanisé la récolte de la framboise d'automne et j'avais donné des conférences, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. Bien, c'est le moment, là, si on veut mettre ça à grande échelle, hein, on va avoir 15 jours pour déposer dans ce programme-là, puis pouvoir réaliser des projets comme on a fait chez moi en innovation. Même chose dans la récolte de la fraise, dans le maïs de Neuville, dans les autres productions végétales, en apiculture aussi. Hein. Oui. Et donc, j'imagine que les formulaires sont disponibles sur le site du ministère? Demain est supposé être mis en ligne sur le site du ministère de l'Agriculture du Québec le guide pour comment remplir le formulaire. Le formulaire va être mis lundi matin à 8 heures en ligne et bien sûr, je recommande à tout le monde d'y aller très rapidement pour déposer leur demande. Les budgets vont être limités, mais on nous dit que cette initiative-là va être relancée l'année prochaine, fait qu'il est pour deux autres années. Mais pour cette année, pour ceux qui veulent se préparer pour la saison 2019, ça va être le moment unique pour le faire. Oui. Peut-être rapidement, en terminant, le souper, justement, des marchés publics, comment ça fonctionne? C'était où exactement? C'était à la Fromagerie des Grondines. À la Fromagerie des Grondines, et on remet des prix, justement, à chaque année. Ça fait quand même 12 ans. Les marchés publics existent depuis? À Deschambault, ça fait une douzaine d'années? Je pense une douzaine d'années. Hein. OK. Et Laurence Petitclerc du poulailler Portneuf qui a eu la relève de l'année. La recrue de l'année 2018, oui, la recrue. Exactement. Alors, c'est un souper. On a fait un bilan aussi. Est-ce qu'on a fait un petit bilan, j'imagine, du marché public des Deschambault? Pas officiellement. On va avoir un bilan qui va suivre lors de la prochaine AGA. Ils vont devoir faire un conseil d'administration. Qu'est-ce qui est nouveau cette année? On avait proposé à tous les producteurs de nous remettre volontairement un bilan de l'achalandage de chacune des journées du marché public. Hein. Fait environ combien de clients ils ont eu, s'ils savaient de quel secteur de Portneuf ou à l'extérieur de la région d'où ils venaient, et une moyenne des ventes. Hein. Fait que ça, c'est un premier essai. On veut faire un projet un peu plus technologique pour l'année prochaine, hein, mais en sachant moyenne des ventes, hein, puis d'où les gens viennent. Fait que autant pour les demandes pour les programmes pour l'agrotourisme, ça va nous orienter, mais aussi pour les nouveaux producteurs, hein, une relève qui se démarre dans le maraîcher ou peu importe le secteur, puis qui a prévu faire une partie de sa mise en marché vers les marchés publics, va avoir des données concrètes qui vont pouvoir se servir pour son plan d'affaires. Hein, et ça va être un bon coup de main pour le démarrage, autant pour les demandes financières agricoles que pour les autres institutions financières. Hein. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Ça va être un plaisir. Christian Hébert, merci beaucoup pour ces informations. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. Bonne soirée. Merci. L'ex-joueur professionnel de hockey originaire de Pont-Rouge et instigateur du programme Hockey École, Joey Juneau, a réagi fortement sur sa page Facebook concernant un article paru cette semaine dans la version papier de l'hebdomadaire Courrier de Portneuf. On y titre « La fin annoncée du programme de hockey de Joey Juneau ». La commission scolaire de Portneuf a décidé de se retirer financièrement du projet pilote avec les 4 écoles de niveau primaire qui offrent le programme Pont-Rouge, Saint-Marc-des-Carrières, Donnacona et Saint-Raymond. L'ex-ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, et l'ex-député de Portneuf, Michel Matte, avaient annoncé il y a 4 ans une participation financière au projet pilote qui se terminera à la fin de la présente année scolaire au printemps
printemps 2019. Le ministère, via la commission scolaire de Portneuf, a versé 34 000 $ par année depuis 3 ans et le député Michel Matte avait réussi à aller chercher 11 000 $ supplémentaires. Joël Junot écrit dans un texte qui paraît sur sa page Facebook que la commission scolaire de Portneuf n'aura investi que 9 % des coûts totaux reliés au développement et à la mise en œuvre du programme et que ce programme Hockey École dans Portneuf est ici pour y rester. Il déplore à ce stade-ci qu'on annonce la fin du programme alors que c'est l'œuvre d'un partenariat important impliquant les écoles, les enseignants, les municipalités, les parents et de nombreux bénévoles. Il aurait apprécié davantage de bravo et de merci. Joël Junot estime que s'il le faut, le programme se poursuivra sans la commission scolaire. Il rappelle les bienfaits pour les jeunes et la communauté. En entrevue téléphonique, le président de la commission scolaire de Portneuf, David Momini, nous a spécifié que la commission scolaire se dégage en fait de la directive du ministère de l'Éducation qui stipule que les activités éducatives inscrites à la grille scolaire doivent être payées par la commission scolaire. Les commissaires ont décidé de qualifier le programme Hockey École comme une activité parascolaire. Dans cette catégorie, un financement pourrait être possible provenant des parents. Par exemple, selon David Momini, aucune porte n'est fermée et des ententes sont toujours possibles pour maintenir le programme auprès des élèves de la commission scolaire de Portneuf. Soulignons que la nouvelle directrice générale de la commission scolaire de Portneuf, Marie-Claude Tardy, soumettra les états financiers 2017-2018 le mardi soir 30 octobre prochain au centre administratif à Donnacona à compter de 19 h. Les actualités culturelles et communautaires après la pause. La Société des jardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. La Société du patrimoine de Saint-Raymond invite la population raymondoise et aussi d'ailleurs à se procurer son calendrier historique 2019 et invite la population à une activité spéciale le 11 novembre prochain. Pour nous en parler, nous accueillons en studio le président de la Société, Luc Tremblay, et M. Jean-Louis Plamondon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio. Tout d'abord, avant de parler justement du calendrier et de l'activité du 11 novembre, parlons un peu de la Société du patrimoine. Vous en êtes le président depuis un an ou deux, presque? C'est la deuxième année. C'est votre deuxième année. Oui. Qui fait partie de la Société du patrimoine? C'est d'abord une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes? De tous âges. Disons que la moyenne d'âge est un petit peu élevée. Ouais. On aimerait rajeunir, effectivement, aller chercher des membres plus jeunes. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à nous contacter, d'ailleurs, ils peuvent avoir nos coordonnées via justement le calendrier dont vous avez parlé. Oui. Alors, tous les noms des membres. Des membres. OK, ils sont inscrits, oui, en fait. Ils sont inscrits. Alors, OK. Il y a une photo des membres actuels. Ah, OK. Avec tous les noms des gens de l'exécutif et des membres. Oui. Alors, donc, c'est des gens qui sont connus dans Saint-Raymond, donc vous pouvez les interpeller, demander des informations, ça nous fera plaisir. Et le but et la mission de la Société, c'est quoi?
En fait, il y en a plusieurs, mais si on résume ça, c'est bien sûr de faire connaître le patrimoine de Saint-Raymond. Patrimoine qui est de différents types, en fait. Bâti et vivant. Oui, c'est ça. En fait, patrimoine bâti, il y a toutes les magnifiques maisons qui sont sur le territoire de Saint-Raymond, les églises, et il y a aussi tout le patrimoine humain. Alors, nous avons d'ailleurs, à ce titre-là, lors du 175e de Saint-Raymond, publié le livre « La famille de nos ancêtres », qui est un retour assez spécial sur tous les gens qui ont bâti, qui ont construit, habité Saint-Raymond. Gros ouvrages. Oui, est-ce qu'il y en a encore de disponibles? Encore quelques exemplaires, effectivement. Oui. OK. Qui sont disponibles auprès de votre organisation, oui, en fait. Absolument. Vos locaux, en fait, c'est toujours au centre Augustine Plamondon? Oui. Nous avons un local qui sert surtout pour nos archives. C'est là qu'on garde les objets précieux, documents et autres. Photos et autres. Et d'ailleurs, les photos, juste pour signaler en passant, un de nos membres qui est disparu dernièrement, M. Lionel Beaupré, qui lui gardait et encore, ça c'est sur ces fameuses clés, des centaines, des milliers de photos. Alors mais notre local, effectivement, est au centre Augustine Plamondon. Parlons de financement un peu, parce que, évidemment, une société de patrimoine n'est jamais riche. Non. Vous fonctionnez au minimum. Alors, vous réussissez quand même, avec votre calendrier historique, à aller chercher quand même un montant appréciable par année? Disons que c'est pas avec le calendrier qu'on va réussir à faire principalement nos activités. On est d'abord subventionné par la Ville de Saint-Raymond. Alors, on a un montant de base qui nous sert à nos activités régulières. Et on va effectivement récolter des fonds, comme avec le livre Les familles de nos ancêtres. Bien sûr qu'on a réussi à faire rentrer un peu d'argent dans nos coffres pour pouvoir poursuivre nos projets. Et d'ailleurs, on va en parler ce soir d'un nouveau projet, au moins 2 projets. Le 11 novembre prochain, avec M. Plamondon. Le calendrier, il est disponible actuellement. Vous en avez imprimé combien? Actuellement, on en a imprimé 300. OK. Et on peut, en fait, récidiver, si on veut. On peut en imprimer encore. Oui, on préfère fonctionner comme ça. Disons que les coûts, ça réduit les coûts un peu et ça répartit mieux la dépense liée à ce calendrier. C'est le calendrier 2019 et à chaque page, vous avez des photos. Des photos donc précieusement choisies. Oui, nous avons toute une façon de faire le choix en groupe. Alors, juste pour résumer un peu, un soir, lors d'une réunion, alentour d'une table comme celle-ci, alors chacun apporte les photos qu'il a chez lui, qu'il a trouvées, et on les dispose sur la table, on les regarde, on les sélectionne, et puis on finit par aboutir aux images qu'on retrouve sur le calendrier. Qu'est-ce qu'on retrouve en gros? Quels sont les... Ce sont des scènes diverses d'intérieur, extérieur. Si je vous donne un exemple ici, le mois de janvier 2019, c'est une scène de l'intérieur du vieux couvent de la chapelle du couvent de Saint-Raymond. Est-ce qu'on peut la voir peut-être à la caméra un peu? Je sais pas ça. Est-ce que ça... Oui. OK, on la voit. On la voit. Une autre image qui est très importante pour nous, étant donné que le pont, c'est quel, je vais regarder, c'est quel mois. Le pont ici, OK, il est là en novembre, en octobre, oui. L'an prochain, ça va être l'anniversaire de la construction du pont. Il a été construit en 1889. OK. Donc, ça va faire 130 ans. Ben oui. Oui. Alors, nous avons... Vous avez une photo. Nous avons une image, effectivement, du pont. Voilà. Ah oui. Oui, on la voit bien. Avec quelques notes historiques. OK. Nous songeons d'ailleurs peut-être à préparer une plaque pour donner toutes ces informations-là. Près du pont. Comme on fait d'ailleurs dans Saint-Raymond, il y a les plaques sur les murs, des plaques historiques. Bon. Comment on fait pour se procurer le calendrier? Aux endroits habituels. Uniprix, pharmacie, chez Quincaillerie Home Hardware, Jean-Denis.
à la ville de Saint-Raymond et chez 2 dépanneurs, Ticket, dans la grande ligne, et puis Trudel, je pense, sur Saint-Pierre. C'est ça, Okay. Trudel? Je pense que c'est ça. Au coût de 10 10 $. Oui, Une invitation aux gens, justement, de se procurer ce calendrier-là. absolument. Parlons maintenant de l'activité du 11 novembre. C'est une première, ça, pour la société? Oui. Qu'est-ce que vous organisez, justement, le 11? Bon, on organise une cérémonie à l'église le 11 novembre à 2 heures. On a, c'est à moitié parole, moitié musique, si on peut dire. On va distribuer, par exemple, pour les photocopies du livre du souvenir de 1914-1918 et du livre du souvenir de 1939-45 qui sont dans la Tour de la Paix à Ottawa. Okay. Vous savez, le Parlement, il y a la Tour de la Paix, puis au 2e étage, il y a 7 livres du souvenir. La guerre de Corée, la guerre les 2 grandes guerres mondiales, Ouais. pas ça, des gens qui sont morts dans la marine marchande. En tout cas, il y en a 7 livres. Et chaque jour, à Ottawa, on consacre une journée pour une page. Par exemple, mettons les Pocket, Parker, tous les noms. On tourne la page. Alors, il y a une cérémonie chaque jour, on entend le Haut-Canada, tout ça. C'est pour honorer les gens qui sont morts. Oui. À la Première Guerre mondiale, il y a 66 000 Canadiens qui sont disparus. Ouais. Alors, les 66 000 noms sont dans ce livre de souvenirs-là, avec toutes les enluminures comme au Moyen Âge. Alors, on a fait venir d'Ottawa les photocopies de la page titre du livre de souvenirs et de la page où le nom du gars de Saint-Raymond est mort, le gars, par exemple. Alors, on va redistribuer ces photocopies-là à un parent du soldat décédé à la guerre, au champ de bataille. OK. Alors, c'est 2 photocopies par personne. On a 5 soldats qui sont morts à la Première Guerre mondiale, puis on a 2 à la Deuxième Guerre mondiale. De Saint-Raymond. De Saint-Raymond. Des gens qui sont nés à Saint-Raymond, qui ont vécu à Saint-Raymond, puis très jeunes, ils sont enrôlés pour la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Alors ça, c'est une des activités qu'on va faire durant la cérémonie. On a invité ces gens-là à venir recevoir ces photocopies-là. On va donner aussi la liste des noms de ceux qui ont participé à la guerre, mais qui sont revenus vivants ou qui se sont enrôlés, surtout la Deuxième Guerre mondiale. On a à peu près 25 noms, des gens qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale et qui ont eu la chance de pas mourir au champ d'honneur, si on peut dire. Là. Alors, il va y avoir ça. Puis on a un côté musical qui... on a, avec la collaboration de Mme Hélène Sauvageau, qui est, elle nous a donné des noms de 2 personnes, une soprano et une violoniste. La soprano va chanter 4 chants. La violoniste va interpréter 3 morceaux. Et Hélène et sa chorale de 60 personnes vont être dans le chœur et ils vont chanter 3 chansons. Et Mme Sauvageau, je crois aussi, va interpréter une pièce à l'orgue. Okay. Alors, c'est le côté musical. Ça va être moitié-moitié peut-être. Alors, ça va être intercalé. Là. Qui va durer une activité qui commence à 2 heures, qui jusqu'à 16 heures? Ça va durer peut-être 1 heure et quelques. Okay. Parce que tout dépend. Il faut que le déplacement des choristes, tout ça, puis l'organisation. Mais disons que ça va être ça. C'est un hommage à ces gens-là qui ont donné leur vie et un souvenir, une période de réflexion. Une période de réflexion, un moment de réflexion, disons, pour nous recueillir. Tout à fait. Donc, dimanche le 11 novembre à 2h, c'est gratuit. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, il y avait, comme j'étais voir M. Wally Barrette, c'est le seul de Saint-Raymond qui est encore vivant, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Il y a 95 ans, il dit est-ce que ça va être télévisé? Je dis oui, ça va être télévisé. Ouais. Alors, ça va être télévisé. Alors, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, ben, ils pourront voir ça grâce à votre télévision communautaire. Oui. Excellent. Alors, merci beaucoup de cette visite en studio, M. Jean-Louis Plamondon et M. Luc Tremblay de la Société du patrimoine de Saint-Raymond. Merci beaucoup. Merci. On s'en va maintenant. David Alexandre Vincent nous dresse maintenant la liste des sorties de la semaine sur la scène culturelle.
Bonsoir, voici votre agenda culturel des prochains jours. La semaine des bibliothèques publiques s'achève et puis pour l'occasion, une soirée familiale de contes est organisée par la bibliothèque de Donnacona ce vendredi. Le conteur sera Steve Bernier, un invité de marque qui saura captiver les petits comme les grands. La soirée débute à 19h. Une bibliovente aura d'ailleurs lieu le lendemain, samedi, à compter de 10h. Au cinéma Alouette, c'est la dernière semaine pour voir le drame musical de Bradley Cooper, Une étoile est née. C'est l'histoire d'un chanteur country qui tombe un jour amoureux d'une jeune femme, Ali, qui a dû abandonner sa carrière dans la musique en raison d'un physique imparfait. L'homme part en tournée avec sa nouvelle amie afin de lui donner une chance et elle devient de plus en plus populaire. Les problèmes d'alcool du chanteur viendra brouiller les cartes dans la relation entre les deux interprètes. Une distribution qui comprend entre autres Bradley Cooper, Lady Gaga et Sam Elliott. Je crois pas qu'on donne des bonbons ici. Toujours au cinéma Alouette, on a prévu quelque chose de particulier pour souligner l'Halloween en compagnie des enfants. Le film Chair de poule 2, l'Halloween hanté, sera présenté dès demain vendredi à 19h15 pour une soirée familiale. Et des prix seront tirés parmi ceux qui seront costumés. La comédie avec Jack Blake raconte l'histoire de deux amis qui font la découverte d'un livre d'où s'échappe une marionnette diabolique. Les personnages du film tenteront le tout pour le tout afin de stopper la marionnette qui souhaite répandre l'horreur dans la ville. D'autres activités sont prévues pour l'Halloween, notamment le spectacle Le fameux rire de Madame Chose. Ça aura lieu ce samedi à 10h à la salle d'animation de la bibliothèque de Pont-Rouge. Une grande parade des morts vivants aura lieu sur la rue Notre-Dame à Donnacona. La parade va débuter à 15h et elle va se terminer à 18h par le bal des sorcières au relais de la Pointe aux Écureuils. Aussi, ce samedi de 17h30 à 21h30, c'est le moulin hanté au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Les enfants de 10 ans et plus sont invités dans un parcours effrayant envahi par les zombies. Des friandises vont également être distribuées. Dans un tout autre ordre d'idées, l'étoile de la musique country au Québec, Guylaine Tanguay, viendra présenter son spectacle Mon livre vert au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Ça débute à 20h. Elle présentera notamment des chansons de son nouvel album qu'elle a enregistré directement à Nashville. Guylaine Tanguay saura séduire et surprendre les amoureux de la musique country, en plus de créer des moments inoubliables. En terminant, la MRC de Portneuf souhaite connaître votre appréciation des paysages de votre ville, village et de la région en général. C'est en prévision d'un colloque citoyen sur les paysages qui aura lieu le 10 novembre au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Les réponses seront utilisées pour orienter les discussions lors du colloque, puis pourront également alimenter le milieu municipal pour planifier le développement du territoire. Le sondage est disponible au www.portneufculturel.com et les réponses seront acceptées jusqu'au 1er novembre. Alors voilà, c'est complet. Sur ce, bonne sortie culturelle. La Société des arts traditionnels de Portneuf, la Satrape, présentera 3 jours de musique traditionnelle et folklorique au Carrefour municipal de Portneuf dans le cadre de la 10e édition du Festival des tambours les 9, 10 et 11 novembre prochains. 2 spectacles seront présentés le vendredi soir. Les Voyageurs, David Simard et Daniel Roy, offriront un répertoire varié de chansons québécoises et acadiennes à compter de 20 heures. Ils seront suivis de Steve Normandin qui chante et raconte la Bolduc à 21h. 3 concerts sont prévus le samedi après-midi. Le jeune accordéoniste Jérémy Plot de Saint-Basile donnera le coup d'envoi à 13h30, suivi du violoniste Olivier Légaré, ainsi que les promeneux composés de Capucine Maldag, Martin Aucoin et Philippe Gay à 15h30. Philippe Gay animera d'ailleurs l'atelier de tambour à Mayoche. Les accordéonistes de Saint-Basile, Denis Pépin et Tico Petit réchaufferont la foule à 20h avant le grand concert présenté par les Lemieux à 21h. Pour la dernière journée, on retrouve de la danse
Calais à compter de 13h30, animé par Normand Legault et les Lemieux. Le samedi 3 novembre prochain à 20h, le chanteur raymondois David Thibault se produira à l'école secondaire Louis Jobin à Saint-Raymond dans le cadre d'un concert au profit des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond. David Thibault interprétera plusieurs succès des années 1950, Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash et Eddie Cochrane, entre autres. Sa dernière présence ici date de l'an passé lors du 175e de Saint-Raymond. Les billets sont en vente à la pharmacie Uniprix Picard-Simard au coût de 30 $. Autre nouvelle, les dirigeants de la maison Mirepi, maison d'hébergement, ont annoncé ce jeudi matin la tenue du prochain Zumbathon bénéfice qui se tiendra le samedi 23 février 2019 au centre multifonctionnel de Saint-Raymond de 8h30 à midi. Mirepi offre aux femmes de Portneuf victimes de violences conjugales ou en difficulté avec ou sans enfants un hébergement confidentiel et sécuritaire tant au niveau physique que psychologique depuis 28 ans et ce, tout à fait gratuitement. Cette 8e édition se tiendra sous la présidence d'honneur de Mme Nathalie Renaud de Boilard-Renaud notaire. Écoutons justement le message que nous livre la notaire Nathalie Renaud. Mirepi donne à ces femmes les outils nécessaires afin qu'elles retrouvent confiance en elles et envers les autres, leur offre la sécurité et les prépare à devenir autonomes. J'avoue que nous sommes tous fortement sollicités pour diverses causes, mais j'invite malgré tout les commerçants, les entrepreneurs et l'ensemble de la population environnante à appuyer Mirepi et à contribuer à la construction d'un avenir serein pour les femmes et les enfants de notre milieu. Et rappelons-nous que demain ou l'an prochain, cette problématique peut toucher une amie, une collègue, une sœur et même une de nos filles. Aidons-les à entrevoir un avenir paisible et plus ensoleillé. Chacune de ces femmes a droit au bonheur. L'invité d'honneur du Zumbathon 2019 est l'artiste peintre Ariane Bussière qui offre gracieusement une toile qui sera tirée au hasard parmi les participantes au Zumbathon. On souhaite amasser plus de 45 000 $ au profit des services offerts à la maison Mirepi et particulièrement pour mettre sur pied une maison de deuxième étape. D'ailleurs, à ce sujet, le projet a franchi la première étape de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et si tout va bien, la construction pourrait débuter à l'été 2019. Depuis les 6 derniers Zumbathons, la maison Mirepi a accumulé plus de 180 000 $ au projet, qui pourrait coûter au total environ 1,7 million de $. Écoutons maintenant la directrice générale de Mirepi, Martine Labrie, nous livrer certaines statistiques peu reluisantes. La pointe de l'iceberg de la violence conjugale est sans contredit l'homicide par partenaire ou ex-partenaire. Elle est la première cause de meurtre des femmes entre 18 et 24 ans. Près de 12 femmes sont tuées par leurs compagnons chaque année au Québec. Une femme sur 3 sera victime de violences au cours de sa vie. C'est aussi entre 6 000 et 10 000 demandes d'hébergement refusées faute de place. Les situations des femmes sont complexes et nécessitent de nombreuses démarches. L'aide sociale, l'IVAC, l'aide juridique, le parcours dans le système de justice, les services d'interprétariat, l'accès à un logement social ou à un HLM. Les délais sont longs et les contraintes élevées. Cette année, les gens de Mirepi ont dû refuser 55 demandes d'hébergement, soit environ 85 personnes, femmes et enfants, faute de place. L'année 2017-2018 a vu le taux d'occupation atteindre 127 %, un record depuis les 28 ans de service. L'année précédente, le taux était de 108 %. Le coût pour participer au Zumbathon est de 15 $ avant l'événement et de 20 $ à la porte. Les inscriptions se prennent via le site web de la maison Mirepi et c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. L'an passé, l'activité aura permis d'amasser plus de 51 000 $.
Alors, disons que ça complète Info CJSR pour l'instant. On aura d'autres nouvelles la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on va finir l'émission avec la cinquantaine de marcheurs qui ont bravé le temps samedi dernier, le 20 octobre, dans le cadre de la Grande Marche Pierre-Lavoie à Saint-Raymond. Dès 9h, à Place de l'Église, près de l'entrée du centre multifonctionnel, il y avait de l'animation et du réchauffement pour les marcheurs. Donc, une cinquantaine de personnes ont participé à cette marche. Alors, merci à toute l'équipe de CJSR, justement. Merci à Philippe, merci à Tony, merci à Stéphane. Merci à vous, à la maison, de nous suivre à chaque semaine. Soyez prudents avec l'Halloween et les enfants dans les rues, donc en fin de semaine. Ici Michel Beausoleil, bonne semaine et à la semaine prochaine.